Donc nous avons fermé le musée en 2019 et il a rouvert récemment. La maîtrise d'ouvrage du chantier a été assurée par l'université. Le discours, la muséographie a été pensé et conçu avec le Jardin des Sciences. En revanche, la partie du chantier portant sur les spécimens et les collections a été assurée exclusivement par la ville de Strasbourg et son service des musées et les agents du musée zoologique. La maîtrise d'œuvre a été assurée par le cabinet d'architectes Frix et la scénographie par Doug Seno. Alors, donc ce qu'on va vous, là vous voyez le sommaire un petit peu de ce qu'on va vous expliquer. Effectivement, les collections sont très nombreuses, donc il a fallu déplacer, vider le bâtiment de ses collections pour se rendre dans un autre site. C'est ce qu'on va vous expliquer. Il a fallu faire un choix pour choisir les spécimens qu'on allait mettre en exposition. Il a fallu les diagnostiquer, c'est-à-dire savoir lesquels étaient en bon état, lesquels nécessitaient une restauration, les restaurer, les mettre en vitrine, et aujourd'hui, on en est à envisager leur retour au sein du bâtiment. Donc le début du travail, ça a été en 2019, juste après la fermeture du musée. Nous avons en fait débuté, vous voyez l'image qui se trouve en haut à gauche, on a débuté par les trophées. Les trophées, ce sont simplement les têtes d'animaux ou leurs cornes qu'on expose accrochées sur un mur. Donc tous ces objets étaient placés dans les combles et il a fallu qu'on les déménage pour simplement rendre accessible, un peu mieux accessible ces combles. Et ils ont été déplacés en fait dans une réserve annexe qui appartient à la ville, en centre-ville. Et ce travail a été fait en fait exclusivement en interne, pour commencer, par les agents du musée, par des techniciens des musées, par la régie des collections des musées de la ville. Associé à ce premier déménagement, on a débuté le conditionnement de tous les petits objets, tout ce qui pouvait être précieux et qu'on ne pouvait pas déplacer à l'unité. Donc là, vous voyez sur l'image qui se trouve à droite, vous voyez en fait des sculptures qui sont faites avec de l'ivoire d'éléphant et qu'une collègue conditionne pour les placer dans des tiroirs afin qu'ils puissent être déplacés en toute sécurité. Et ce chantier s'est aussi poursuivi grâce à nos collègues techniciens avec le démontage de certaines vitrines. Si vous avez connu le musée zoologique avant, vous avez sans doute connu la vitrine qui présentait les pôles, et vous voyez en bas à gauche une image de cette vitrine qui est en plein démontage, puisque étaient contenus dans cette vitrine le morse et l'éléphant de mer, et il n'était pas question de les retirer, de les enlever de cette vitrine sans avoir tout démonté autour. Et ça, ce sont nos collègues qui ont pris en main ce démontage. Associé à ces premiers travaux, on va dire, portant sur les collections, on avait aussi un autre travail qui était un peu un travail de coulisses, qui était de préparer les marchés publics qui étaient destinés à sélectionner le prestataire qui effectuerait le transport des spécimens du musée vers les réserves mutualisées des musées de la ville. Et donc, en fait, c'est préparer un cahier des charges pour savoir comment on allait faire, dans quelle temporalité, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec les collègues de la régie des collections des musées. À côté de ce travail, on a profité pour travailler sur des collections jusqu'ici, pour lesquelles on n'avait pas eu le temps ou les moyens d'agir. Là, vous voyez deux collègues qui sont en train d'examiner des squelettes de baleines, en fait. Puisque le déménagement, ça a été pour nous l'occasion de faire de la place, de gagner de l'espace et de travailler sur des spécimens qui étaient un petit peu hors normes en termes de taille, puisque si vous voulez étaler un squelette d'écureuil, il vous suffit d'une paillasse, c'est pas un problème. Par contre, quand vous avez une baleine, c'est un petit peu plus compliqué, et quand vous en avez plusieurs, qu'il faut repérer les marques qui sont indiquées sur chaque os, qu'il faut les replacer dans leur squelette.
bah, il faut de la place, il faut du temps et cette place et ce temps, on a pu, en profiter après la fermeture, en fait. Une fois le prestataire désigné, le prestataire qui, était l'entreprise qu'on a choisie pour faire le transport de tous ces spécimens. L'entreprise, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Artrans, c'est une entreprise, alsacienne. Vous connaissez sans doute Axal, pour le déménagement. Eh bien, Axal a une filiale qui traite plutôt des œuvres d'art et des objets du patrimoine en particulier, et qui donc a été désigné pour effectuer ce gros chantier. Donc après la désignation de ce prestataire, le déménagement a pu commencer en avril 2021, il s'est poursuivi jusqu'en octobre 2021. Avant de commencer à déplacer les spécimens, il fallait aménager l'espace dans lequel on allait accueillir toutes ces collections. Donc l'espace, alors le bâtiment en lui-même, peut-être le connaissez-vous, c'est un bâtiment qui se situe au port du Rhin. C'est le pôle de conservation et d'études des collections des musées de la ville de Strasbourg. Et ce sont des réserves mutualisées qui sont dans des bâtiments de la COP. Donc on a pu bénéficier pour le musée zoologique d'un plateau entier de ce bâtiment qui représente environ 1200 mètres carrés. Mais c'était 1200 mètres carrés vide. Et il a fallu que le prestataire aménage cet espace pour nous permettre d'accueillir nos collections. Donc il y a eu en fait deux méthodes utilisées, soit le montage de nouveaux mobiliers, tels que ceux que vous voyez sur l'image de droite, ces étagères métalliques bleues et blanches, ou le réemploi de pas mal de mobilier. Là, vous voyez des racks pour des tiroirs, mais on avait aussi d'autres vieux meubles qu'on utilisait pour notamment les collections d'ostéologie. Et ben, ces meubles ont été réutilisés pour les besoins du stockage temporaire au sein de l'Union sociale. Alors, on a utilisé, en gros, je vais vous décrire les méthodes qu'on a utilisées pour déplacer ces spécimens. La première méthode, elle est simple, elle utilisait en fait une palette aménagée. C'est l'image que vous voyez en haut, à gauche, et cette palette aménagée nous permettait d'empiler les tiroirs, tiroirs qui contiennent en fait énormément la plus grosse partie de nos collections. Puisque la plus grosse partie de nos collections, en fait, elle consiste en des insectes, des mollusques, de petits spécimens. Et on a la chance à Strasbourg, au musée zoologique, d'avoir un contenant standardisé qui sont en fait des tiroirs ou des plateaux. Et ces contenants étant complètement standardisés, ça a permis aux prestataires de fabriquer une palette adaptée dans laquelle ils pouvaient y placer les tiroirs. Donc ça, c'était la première modalité de transport. La deuxième, bah, ça peut être c'est la photo du milieu, en haut, au milieu. Vous voyez des palettes sur lesquelles on a fixé les spécimens, souvent du squelette d'ailleurs, les spécimens les plus gros et qui étaient un petit peu, on va dire, hors gabarit. Autre moyen de déplacer des spécimens, vous voyez le lion. Le lion, lui, il est là dans une caisse à claire-voie, une espèce de grande caisse. Cette caisse, elle a deux avantages, c'est qu'on voit à l'intérieur, donc on peut observer le spécimen. Si on a à le chercher, c'est quand même un peu plus simple. Et deuxièmement, c'est une caisse qui est plus légère, puisque les côtés ne sont pas pleins, et donc en termes de poids, ça nous facilite aussi le travail. Une autre modalité de transport, bah, un peu plus classique, c'est l'utilisation de caisses standardisées, telles que les grises que vous avez, où on peut caler des spécimens. Et enfin, je veux dire qu'une grande majorité de spécimens ont été déplacés grâce à des plateaux. Les plateaux, vous les voyez dans cette armoire qui est sur l'image qui est à droite. En fait, on avait un gros enjeu, c'était de garder l'ordre dans lequel on allait déplacer les spécimens. C'est-à-dire qu'il fallait évidemment que le prestataire ne mélange pas les choses
entre le départ et l'arrivée. Donc la solution qui a été réfléchie avec lui, c'est d'utiliser en fait ces plateaux pour prendre les spécimens sur les étagères au départ, de les fixer sur ces plateaux et de les placer dans des armoires roulantes qu'il pouvait amener jusqu'à l'arrivée au musée, à l'Union sociale. Et de cette façon, on a pu garder l'ordre dans lequel les spécimens étaient rangés dans les réserves du musée zoologique à l'origine. Ce qui nous a fait gagner un temps énorme, même si on passe, il n'y a pas une journée sans qu'on cherche un spécimen, c'est un classique. Le, donc, comment se passait la journée en termes de déménagement? Là, vous voyez sur ces images plusieurs spécimens de différentes tailles. En fait, le prestataire, le lundi, on va dire, prenait des mesures pour fabriquer une caisse sur mesure, les envoyer à leur menuiserie et recevait les caisses qu'il avait commandées la veille. Et là, vous voyez sur ces images, donc en bas, plutôt à gauche, deux agents d'Artrans qui sont en train d'emballer un mammifère marin, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Vous voyez le transport depuis la rue Lobstein d'aigles et d'autres rapaces qui sont chargés dans le camion. Et vous voyez en bas à droite l'arrivée d'une antilope qui est dans sa caisse de transport à l'arrivée à l'Union sociale. À l'arrivée à l'Union sociale, donc tous les spécimens qui étaient sur plateau ont été placés sur les étagères métalliques dans l'ordre dans lequel elles étaient emballées au musée. Donc et vous avez sur ces images le résultat du déplacement des collections d'oiseaux en bas à droite à l'arrivée à l'Union sociale. Donc vous voyez, c'est très dense. On avait quand même une petite crainte, on avait un petit doute sur le fait que tout puisse tenir sur ce plateau de 1200 mètres carrés. Et jusqu'à la fin, nous avons craint de ne pas avoir assez de place. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. On a pu tout mettre à l'Union sociale. Là, vous voyez le déménagement des collections, notamment d'insectes. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Ces milliers de tiroirs, je crois qu'on en compte à peu près 5000, qu'il a fallu déplacer dans l'ordre. Et vous voyez un collègue, là, sur la photo de gauche, qui contrôle si tout s'est bien passé, si tout s'est bien passé, pardon, s'il n'y a pas eu de casse. Et en fait, on a eu très peu de casse en termes de tiroirs. Il y a seulement 2 tiroirs qui sont tombés l'un sur l'autre et dont le couvercle en verre s'est cassé, mais sans trop de dégâts pour les spécimens. Donc sur les 5000 tiroirs, c'est quand même assez exceptionnel. Tout s'est bien passé. Une fois à l'arrivée, une fois qu'Artrans avait terminé son travail, au mois d'octobre 2021, on s'est retrouvé avec des caisses entassées, empilées, serrées, bah, à cause de cette crainte du manque de place. Mais pour nous, il était impossible de travailler dans ces conditions. On ne pouvait pas cheminer en fait entre les caisses. Et nous avions besoin de pouvoir retrouver les spécimens. Donc on a passé près de 2 ou 3 mois à décompresser ces collections, de façon à profiter du maximum de la place dont on disposait. Et puis, associé à ça, on a fait un travail de repérage. C'est-à-dire que même si on savait dans quel ordre étaient déplacés les spécimens, il fallait que nous puissions nous repérer par rapport à l'ordre que nous avions au musée. Retrouver les oiseaux, retrouver les mammifères, retrouver tel ou tel spécimen, c'était important pour nous. Donc ça a été un travail qu'on a dû mener par la suite, parce qu'il n'était pas question pour nous, même si nous avons une base de données informatique qui nous permet de localiser tout ce où les spécimens sont localisés,
On ne pouvait pas tout refaire dans la base de données. On ne pouvait pas relocaliser 1 200 000 spécimens. Nous n'en avions pas le temps. Donc on a fait en gros une cartographie qui nous permettait de nous repérer par rapport à leur emplacement dans l'ancien musée. Alors, quand on a déplacé 1 200 000 spécimens, mais qu'il faut en choisir 1800, comment on s'y prend? Alors déjà, vous dire que le choix a été fait en amont. Il n'a pas débuté en 2021 quand on a déplacé le musée. On a commencé, même avant 2019, à faire ces choix. Après, ces choix, ils peuvent être de plusieurs natures. Il y a plusieurs façons de choisir. Soit on a besoin de choisir un spécimen car on veut parler de lui, de cet individu-là, et c'est le cas pour, par exemple, le gorille ou le grand pingouin, qui sont sur les images que vous voyez. Soit il faut faire un choix qui illustre un propos. Lorsqu'on veut choisir, par exemple, des oiseaux qu'on veut présenter parce qu'ils occupent certains écosystèmes du Rhin. On peut avoir plusieurs spécimens de la même espèce, et la méthode n'est donc pas la même. Donc quand il faut choisir l'individu, c'est plus simple, on va le chercher, on le prend en photo, on le mesure aussi. Ça, c'est le travail que vous voyez, que mes collègues sont en train de faire devant les poissons sur l'image de droite. Et ça, c'est plutôt facile. En revanche, quand il faut choisir un spécimen parmi plusieurs spécimens de la même espèce, là, il faut aller au spécimen. Et il n'est pas toujours évident d'accéder à ces spécimens. Les spécimens en alcool, par exemple, sont plus difficiles d'accès, ou des spécimens ou quand vous voulez choisir un mollusque, c'est pas toujours évident de choisir l'espèce en question parmi plusieurs tiroirs. Donc ces choix ont été faits soit devant le spécimen, quand c'était possible, soit à partir de la base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est notamment le cas pour l'espace qui traite de la baie de Sagami, où on a fait d'abord un premier travail de sélection de tout ce qui provenait du Japon, pour ensuite retourner à cette sélection et faire les choix dont Manon vous parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le spécimen en question? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas un manchon empereur, une fouine, un barracuda ou autre poisson? Eh bien, on fait des acquisitions. La rénovation du musée zoologique, ça a été aussi l'occasion de faire de nouvelles acquisitions, parce que tous les spécimens ne sont pas forcément en collection, on n'a pas forcément les espèces qu'on souhaiterait utiliser pour illustrer un propos. C'était notamment le cas pour illustrer la partie antarctique qui illustre le hall du musée actuellement. Et cette partie, on a fait l'acquisition de plusieurs spécimens à la faveur de dons qu'a fait pour nous l'IPHC, l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, qui fait régulièrement des missions aux îles Crozet et qui a rapporté des spécimens, dont le manchon empereur que vous voyez sur l'image en question. On fait aussi appel, parfois, on consulte les centres de soins qui conservent les cadavres des animaux qui n'ont pas pu soigner. C'est le cas pour cette fouine. Ou alors, autre cas, on va chez des taxidermistes spécialisés, comme c'était le cas pour les poissons. Et là, le choix se fait plus, on va dire, sur catalogue, en fonction de ce qu'il a à sa disposition. Et on choisit les espèces qui peuvent illustrer le propos. C'était le cas pour les poissons qui illustrent notamment toujours le hall du musée. Et la partie qui traite du Rhin aussi. Alors, choisir 1800 spécimens, c'est une fois que c'est fait, il ne faut pas les perdre. Comment on peut les retrouver, les 1800 spécimens, parmi 1 200 000? Eh ben, on leur a attribué une étiquette. Vous voyez sur la tortue imbriquée, qui est sur l'image de gauche, une étiquette. Alors on ne voit pas très bien, mais l'étiquette, elle est assez grande et elle est rose. C'est-à-dire qu'elle est très visible.
En fait, on a opté pour ce marquage un peu basique, mais efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait choisi un spécimen, on lui a mis une grosse étiquette rose qui permettait de l'identifier dès le départ du musée, avant qu'il aille dans les réserves. Ça, c'était important parce que les prestataires avaient pour mission de séparer les collections qu'on avait choisies des autres collections. Là aussi, c'est pour qu'on puisse y aller directement une fois arrivé dans les futures réserves. Mais cet étiquetage n'était pas assez précis pour nous, parce qu'on savait que nous aurions besoin de déplacer ces spécimens durant le chantier, dont Manon va vous parler, et que ce déplacement occasionnerait des relocalisations permanentes. Et pour opérer ces relocalisations permanentes, on a utilisé le marquage par QR code. Alors le QR code, c'est comme un code barre, hein, sauf que c'est carré. C'est généré assez facilement. On a fait appel à une entreprise qui nous a fourni des rouleaux de QR code. Et là, vous voyez sur la photo de droite, deux collègues qui étaient volontaires en service civique et qui nous ont permis de coller tous ces QR codes, des QR codes individuels, hein, sur les 1800 spécimens que nous avions choisis. Et elles ont indiqué la localisation précise, à l'étagère près, des spécimens qui avaient été choisis pour la scénographie. Alors après, comment on évalue ces collections? Ça, je vais laisser la parole à Manon pour qu'elle vous explique tout ça. Donc moi j'arrive en début 2022 au musée et pour vous donner une idée, les restaurations doivent commencer en début 2023. Donc en un an, il faut évaluer 1800 spécimens, faire les constats d'état, les préconisations d'intervention. Pour une seule personne, c'est mission impossible. Donc nous avons fait appel à une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui était un groupement de restauratrices, le groupement CWD, Colombe Vatine Durel. Et elles étaient 7 conservatrices restauratrices expérimentées dans cet exercice d'assistance au musée sur des chantiers de collection. Et donc du printemps 2022 alors elles ont travaillé avec nous jusqu'en automne 2024, mais en tout cas jusqu'à la fin 2022, elles avaient deux objectifs principaux: la définition des besoins et des interventions, mais également l'assistance au suivi des marchés. Donc, la première chose, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on fait une évaluation des collections. En fait, on va prendre chaque spécimen un par un et on va regarder, alors, principalement ce qui ne va pas. Quand ça va, bon, bah, on n'a rien à dire, tant mieux. Et donc, bah, je vous ai mis quelques exemples. Alors, les photos sont pas très belles parce que c'est des détails pour qu'on puisse les comprendre, mais on va avoir ce qu'on appelle des lacunes de plumes, on va avoir des déchirures au niveau des pattes, c'est la photo que vous voyez en haut au milieu. On va avoir des étuis cornés lacunaires, donc la partie cornée du bec au-dessus de l'os qui va être morcelé, on le voit en bas à droite. Des yeux exorbités, c'est la photo en bas au milieu. Et selon les typologies d'objets, on va avoir des différentes typologies d'altération. Sur des mollusques, par exemple, on va retrouver des cassures. Vous avez en bas à gauche une maladie qui est typique des mollusques, et la maladie de Bein, qui est en gros une altération de la matière calcaire de la coquille. On va trouver aussi souvent de la corrosion parce que les animaux sont souvent, alors soit pour les papillons, épinglés avec des épingles en fer ou contenant du fer. Et pour les taxidermies, il y a toute la structure interne qui est métallique. Et donc ces structures-là, toutes ces parties métalliques peuvent s'altérer par corrosion et donc abîmer le spécimen derrière. Et puis pour la photo, les deux photos à droite, là pareil, c'est une altération assez, on va dire, particulière, notamment aux mammifères marins. C'est ce qu'on appelle l'hydrolysacide. En fait, c'est les résidus de graisse qui sont internes à la peau qui vont s'oxyder et qui vont faire que la peau va s'autodétruire, en fait, sur le long terme. Et donc tous ces processus, il faut les connaître, les comprendre, les voir. Et là-dessus, on note. On note, on note, on note. Et on estime ce qu'il y a à faire, combien de temps ça va prendre et combien de temps ça va coûter aussi. Et donc de là est sorti
un magnifique tableau dont je vous ai mis un tout petit extrait parce qu'il fait à peu près 1900 lignes sur 70 colonnes. C'était un été formidable de 3 mois où David et moi, on a relu chaque ligne une à une pour savoir qu'est-ce qui avait été imaginé par les restauratrices et qu'est-ce que nous, on définissait pour ces spécimens-là. Parce qu'elles ont, on va dire, évalué la matière simplement. Et nous, on avait aussi toutes les notions derrière qu'impliquait le chantier. L'accessibilité, les délais qui étaient parfois plus urgents pour certaines salles que pour d'autres, comment il fallait prioriser tout ça. Donc ça a été le deuxième travail de savoir qui allait restaurer quoi, quels étaient les niveaux d'intervention, les niveaux de priorité, et notamment pourquoi on fait ça. Alors je vous ai mis 2 exemples très distincts et très parlants, à mon sens. On a ce poisson qui, en réalité, est pas beaucoup plus grand que ça, et qui est dans le hall, donc on le voit de très très loin. Et là, on s'est dit, bah, on n'a pas beaucoup de poissons qui soient présentables, colorés, en bon état. Et ben là, on y va. On y va franco et on représente le spécimen tel qu'on est censé le voir dans la nature. Parce que sinon, de loin, à une dizaine de mètres, on ne verra rien du tout. Donc là, on a fait une restauration qu'on appelle naturaliste, donc où on recrée les couleurs du spécimen quand il est vivant. Et à l'inverse, on a des restaurations qui sont vraiment beaucoup plus minimalistes. Ici, vous avez un tamarin au Main-Rousse qui fait partie de la collection d'Hermann, donc les collections qui ont servi de fondation au musée, qui date de 1804. Donc là, concrètement, on fait très peu de choses. On fait de la conservation curative, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur la structure s'il y a un risque de déchirure, s'il y a des cassures, mais on ne va pas intervenir sur l'aspect, on va dire, naturel, sur les couleurs, etc. Alors oui, il n'est pas très joli, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est l'histoire de la taxidermie, l'histoire des collectes, etc. Et donc c'est ça qu'on cherche à mettre en avant. Donc, une fois tout ce bilan établi, une fois qu'on avait décidé qu'est-ce qu'on restaurait et comment, il a fallu diviser le travail, sachant que si je ne pouvais pas évaluer en un an 1800 spécimens toute seule, je pouvais encore moins les restaurer. Donc, on a décidé d'externaliser une partie des collections à restaurer, et notamment selon une logique, on va dire, de taille et de temps. Tout ce qui était gros, qui demandait plusieurs personnes en même temps et beaucoup de temps de travail, on les a externalisés. Ça représentait à peu près 407 spécimens. Et tout ce qui a été beaucoup plus petit, facile à manipuler seul par exemple, et qui avait des temps d'intervention assez courts, on les a fait en interne. Donc ça représentait 1166 spécimens, ce qui est beaucoup. Et donc du coup, là aujourd'hui, j'en ai fait à peu près la moitié. Et là, on a choisi de travailler, en gros, pour vous faire simple, tout dans le musée est restauré, sauf une partie des oiseaux qui sont dans les vitrines des 1000 oiseaux. Parce que dans ces vitrines-là, déjà, l'accumulation fait qu'on voit moins les différences d'altération et de traitement. Et dans ces vitrines-là, du coup, on a plutôt choisi de traiter d'abord les spécimens où on voyait qu'ils étaient abîmés, ou alors quand il y avait une urgence vraiment de risque de perte, etc. Et les autres, on s'est dit, on le fera plus tard. Il y a des choses qui vont très bien aussi, donc on n'a pas forcément besoin de restaurer dans l'urgence. Donc ça se fera encore sur les années à venir. Donc dans la même idée de pouvoir en faire un maximum en peu de temps, on a décidé de se former en interne. Donc j'ai formé mes collègues du musée, mais également des services civiques, au nettoyage des collections. Donc moi, le nettoyage, ça prend une grosse partie de mon temps. Donc leur faire dépoussiérer et nettoyer les collections qu'on savait à peu près stables, moi, ça me faisait économiser beaucoup de temps. Donc, du coup, ça a été une première étape pour essayer de me dégager un maximum de temps à consacrer uniquement à la restauration. Et une chose que j'ai oublié de vous dire je me permets de revenir sur les restaurations en externe.
Ces restaurations-là, pour nous, demandaient une logistique un peu particulière parce que il fallait pouvoir recevoir les restauratrices pour les restaurations in situ, donc qui étaient donc à la COP dont vous a parlé David, où il y a la chance d'avoir un grand atelier de restauration, donc il a fallu pouvoir les accueillir là-bas, mais aussi en envoyer certains dans les ateliers de restauration à Paris pour la plupart et ensuite faire un suivi de ces restaurations-là et ce qu'on appelle la réception des restaurations pour vérifier que le travail qui a été fait était bien en accord avec nos demandes, mais aussi s'il n'y a pas eu de surprise, parce que parfois, en manipulant le spécimen, on découvre des choses qui n'avaient pas été vues au moment du constat, et donc du coup, ça permet d'actualiser les demandes. Mais tout ça a demandé beaucoup de temps qu'il fallait dégager en plus de tout le reste que ce soit les restaurations, mais aussi le travail de mes collègues sur tout la scénographie, le fond du musée. Donc ça nous a pris aussi beaucoup de temps. Donc je reviens sur les formations en interne. Et notamment sur l'année 2023 et 2024, j'ai eu, pour mon plus grand plaisir, la chance d'accueillir plus de 10 personnes, enfin 10 personnes qui ont représenté à peu près plus de 18 mois de stage en 2 ans. Et donc j'étais très souvent accompagnée alors, par des étudiants et étudiantes en conservation-restauration qui sont des écoles, il y a 4 écoles en France qui font ces cursus-là. Et donc elles ont été et ils ont été aussi avec moi pendant ce chantier-là. Et ça a été vraiment un moment de partage parce que finalement, en restauration, on est souvent à travailler à notre propre compte. Et donc, c'est difficile de recevoir des stagiaires parce qu'on ne sait pas forcément dans un an qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on aura suffisamment de travail pour donner aussi du travail aux étudiants, ou alors on sera en déplacement, etc. Et travailler en institution, pour ça, c'est vraiment un moment propice pour pouvoir recevoir ces étudiants. Et donc on a travaillé tous ensemble pendant ces mois-là. Et puis, autre anecdote, je vois les macrokéras à gauche. En général, les musées, quand ils font des restaurations en externe, ils vont prioriser du spectaculaire ou alors de l'historique, mais des choses qui sont souvent en fait des mammifères ou des oiseaux. Et les crustacés sont rarement mis dans des chantiers de collection ou alors en tout cas sur des appels d'offres. On propose rarement des crustacés. Et j'avais une collègue qui travaillait justement pour nous, qui vient me voir et qui me dit: «Oh là là, c'est chouette, vous travaillez sur des crustacés, j'en ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire». Je dis: «Bah, moi non plus, j'avais jamais eu l'occasion d'en faire, mais là dans le chantier, j'en ai fait plus de 200 et et du coup maintenant, bon, je peux te dire que ça me plaît, mais c'était pas gagné d'avance». Et elle m'a dit: «Mais du coup, c'est un truc de fou, parce que tu deviens la spécialiste en restauration de mollusques, en crustacés, en France, parce qu'en fait, bah, on le propose rarement». Donc c'était un peu rigolo. Et donc, moi, pour m'y retrouver là-dedans, parce que rappelez-vous les étagères que vous a montré David avec tous les spécimens qui se déplacent, qui vont en atelier, qui reviennent, qui vont en soclage, on vous en parlera après, qui reviennent. Moi, il fallait que je m'y retrouve, que je sache qui était restauré, etc. Donc, bien sûr, j'ai des tableurs, comme je vous ai montré, où il y a toutes les informations, mais si je dois passer mon temps à vérifier chaque spécimen, est-ce qu'il a été restauré, nettoyé, etc., je perds du temps. Donc, on avait établi un code entre nous, ou pareil, visuel, comme les étiquettes dont vous parlez David tout à l'heure. Donc c'est de l'autre côté du cou de, de la tortue. Et c'est des systèmes de rubans, tout simplement pour moi, tout de suite voir dans les réserves qu'est-ce qui a été restauré, qu'est-ce qui est encore à faire, qu'est-ce qui a été nettoyé. Donc c'était des petits trucs, on va dire, qu'on se trouvait au fur et à mesure qu'on découvrait des situations et pour pouvoir passer à l'étape d'après. Alors quand on parle restauration, on aime bien voir des avant-après, donc je vous en ai mis quelques-uns. J'ai choisi des trucs un peu voyants, sinon c'est pas drôle. Et donc vous avez ici un exemple de spatule blanche. Alors structurellement, elle allait plutôt bien. En revanche, la mise en teinte était absente. Il n'y avait pas du tout une mise en teinte. Il y avait un vernis sur le bec et les pattes qui était très épais et jauni. Mais on voyait encore les motifs des zébrures qu'il y a sur le bec, qui sont naturels. Et donc, du coup, le jeu a été de remettre ça en teinte. Sauf qu'au fur et à mesure que je mettais des couches, je perdais le dessin des zébrures. Donc, je travaillais avec des photos pour me retrouver sur mon schéma pour refaire les mêmes zébrures.
Là, ici, vous avez un exemple plus parlant en termes de nettoyage. Alors, là, il y a eu plusieurs heures de nettoyage. On le voit notamment sur la tête, la queue et le socle aussi. Rien que ça, déjà, ça peut être suffisant parfois. Après, là, ici, vous voyez qu'au niveau des oreilles et du museau, notamment, j'ai refait toute la mise en teinte parce elle était pas bonne. Elle était non seulement abîmée, mais en plus, elle n'était pas naturaliste. Donc, du coup, là, je suis intervenue un petit peu plus. Là, pareil, un autre petit poisson qui est dans le hall. Alors, au-delà de refaire un peu les petits points et les zones d'ombre et d'éclairage, enfin de tâches, on va dire, qu'il y avait déjà, il y a aussi la problématique de l'œil sur ce spécimen-là, qui était une bille pour jouer. Et alors, autant parfois je peux changer les yeux, autant là je ne pouvais pas. Et donc, du coup, bah, m'est venue l'idée de peindre par-dessus la bille en me disant, bon, bah, ça fera illusion. C'est pas totalement réaliste, mais au moins ça redonne l'illusion de loin de la présence d'un œil un peu plus réel. Et puis des fois, il y a des trucs amusants que mes collègues me donnent, et notamment ce tout petit lézard des souches à qui il manquait une patte. Et en restauration, on est souvent dans des situations où on n'a jamais fait ça avant. Et donc, il faut qu'on trouve une façon de le faire nouvelle, trouver par rapport à nos techniques de travail, par rapport aux matériaux qu'on connaît, etc., trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il faut toujours trouver des solutions. Et on a toujours des collègues pour nous trouver des objets qui vont nous booster un petit peu. Donc là, il y a eu aussi un travail de mise en teinte pour rehausser les motifs de ce petit lézard. Et puis pareil au niveau de l'œil. Mais c'est surtout cette petite patte où c'était très rigolo. La patte, elle est grande comme ça, hein. C'est minuscule, mais c'était marrant. Et puis ici, encore plus spectaculaire, c'est un ibis chauve. Alors, je pense que vous n'allez pas bien le voir. Là, il y a plusieurs choses qui interviennent. Alors, bien évidemment, la mise en teinte, ça c'est ce qui est le plus évident. Là, par exemple, j'ai pu changer les yeux. Les yeux n'étaient pas de la bonne couleur, donc là, j'avais pu changer. Et ce que vous ne voyez pas bien, c'est que sur la photo de gauche, en fait, la paupière, au niveau de la paupière, c'était découpé en carrés autour de l'œil. Et il y avait un mastic un peu grossier. Donc là, ça a été le jeu de recréer un peu la paupière pour redonner l'impression qu'il n'y avait pas cette lacune carrée totalement bizarre au niveau de son œil. Et on va passer à la partie soclage et je relaisse la parole à David. Alors, une fois que les spécimens sont restaurés, qu'ils sont présentables, il faut les présenter, il faut les mettre en vitrine. Mais les placer en vitrine, c'est pas si évident, puisque ils sont parfois, ils disposent d'un socle, parfois ils ne disposent pas de socle, et la façon dont on veut les présenter, la hauteur, etc., la taille de la vitrine, tout rentre en ligne de compte pour savoir de quelle façon on va les présenter. Donc pour ça, on fait appel à des gens spécialisés qu'on appelle des socleurs, dont c'est le métier. Ils ont des spécialités au sein de ce métier. Certains vont être spécialisés dans les petites choses, parfois les très petites choses. Là, on n'a pas d'exemple, mais vous pouvez admirer au musée les Blashka. Donc ces modèles en verre qui sont extrêmement petits, extrêmement précieux. Bah là, ce sont des gens qui relèvent pratiquement de la bijouterie, qui font les socles. Puis vous avez des gens qui fabriquent des socles pour des spécimens un petit peu plus gros, et puis de la taille, on va dire, d'un coquillage, par exemple. Et vous avez des socleurs qui sont spécialisés dans des choses un petit peu plus massives, telles que, par exemple, un crâne d'éléphant. Là, il faut être capable de gérer des sections de métal qui sont un petit peu plus grosses, et donc c'est presque un autre métier. Vous avez aussi, alors, excusez-moi, je vais trop vite. Le soclage, il y a plusieurs manières de procéder. Vous voyez sur l'image de gauche, on est bien en amont du retour, de notre retour au musée.
Les collections, à ce moment-là, sont en très majoritairement restaurées et les socleurs ont commencé à travailler sur le soclage des spécimens qui sont dans les vitrines oiseaux dont vous a parlé Manon. Là, on a quelque chose d'un petit peu standard, heu, un plateau, une platine qui est de la taille du socle de l'oiseau, qu'il faut découper à façon, qu'il faut ensuite équiper de petites pinces. Donc ça, c'est ce que font les socleurs que vous voyez sur la photo. Et ensuite, cette chose-là, elle part en peinture. Vous avez à l'arrivée, on voit ces mêmes oiseaux qui sont en train d'être placés dans les vitrines. L'opération à ce moment-là, c'est de couper la tige en fait qui va permettre de lier la platine en question au support qui est un aimant qui s'aimante au fond de la vitrine. Mais la taille de la tige en question, bah, faut la couper telle que en fonction de la vitrine. Donc ça, c'est la dernière opération qu'effectuent les socleurs qu'on voit sur l'image qui est à droite. Pour placer ces spécimens, évidemment, il faut s'y préparer. Donc chaque vitrine a été étiquetée dans tout le musée par l'image du spécimen qu'on allait mettre à l'intérieur. Alors parfois, quand il y a un spécimen, deux ou trois spécimens, c'est facile. Mais lorsque ce spécimen, lorsqu'il y a une composition à faire, il faut qu'on prépare en amont, qu'on fasse une mise en page de vitrine. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avant avec les collègues, qu'on a fait à l'Union sociale, dans nos réserves, où nous avions des fonds de vitrine tels qu'ils allaient être montés au sein du musée zoologique, et on a pu tester pour chaque vitrine la composition de la vitrine. Donc ça, c'était dans les cas les plus complexes. C'est aussi une méthode qu'on a utilisée pour les vitrines que vous trouvez dans le hall de la biodiversité. Là aussi, on avait des spécimens différents, de tailles différentes, qui étaient vus à des distances variables. Et là aussi, il fallait qu'on prépare le travail des socleurs. Donc on place dans l'espace ces animaux pour que les socleurs sachent exactement ce qu'ils avaient à faire. Parce que pratiquement pour chaque animal individuellement, ils avaient besoin de notre avis, de nos conseils, pour savoir dans quel sens allait être placé l'animal. Vous avez des cas un petit peu plus complexes, comme ici un test qui est fait par un des socleurs pour suspendre un poisson-scie. Là, c'est le cas des animaux qui sont de grande taille. Lui est suspendu dans le hall. Et évidemment, il ne s'agissait pas de fabriquer son socle, de le placer sur la cerce sur lequel il devait être accroché, de lever les câbles et puis de s'apercevoir qu'il y a un moment, ça ne passait pas parce qu'il aurait touché un autre spécimen ou touché des étagères, etc. Donc, dans ce cas-là, on fabrique un gabarit en carton et puis on fait le test. On l'a fait aussi pour savoir si on arrivait bien à passer les portes avec le cerf, par exemple, qui est dans le hall, ou pour d'autres spécimens. Donc là, vous avez l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure pour la vitrine qui traite du cabinet d'Hermann. Dans cette vitrine, pour savoir où va quoi, on a placé pour chacune de ces cases l'image du spécimen en question, pour être sûr que on n'oublie rien, que chacun avait sa place et qu'il y rentrait bien. Et vous avez le travail de bichonnage qui a été fait à la fin de l'installation. Vous voyez mes collègues qui sont en train de nettoyer le sol pour pouvoir y placer les spécimens qui vont être installés au sol. Là, vous avez trois autres exemples. Alors là, un soclage qui est un peu particulier, qui était en fait une cale qui était placée sous la queue du morse. Il avait déjà une cale, mais il a fallu en refaire une qui soit plutôt dans les tons utilisés par la scénographie et dans les matériaux utilisés par la scénographie. En dessous, sur la photo que vous avez en bas à gauche,
vous avez un autre type de soclage. Là, le socleur est en train de placer des minéraux, je ne sais plus, oui, c'est bien oui, ce sont des minéraux sur des petites billes en silicone pour le placer dans le sens voulu. Là, c'est pas un soclage métallique, c'est un soclage fin, mais c'est aussi, ça fait partie aussi de leur travail. Et sur la photo de droite, vous avez une image de votre serviteur, là, cet après-midi, casqué et équipé d'un harnais, puisque dans le hall, si vous avez vu le musée, donc les spécimens sont placés sur des étagères, mais évidemment, on ne peut pas circuler sur ces passerelles sans équipement. Donc, toute l'équipe du musée, ou pratiquement toute, a été formée pour le travail en hauteur. Donc, on a été formé pour travailler avec un harnais et attaché grâce à un câble à la ligne de vie là, qui est que vous voyez derrière. Et c'était pas pour, forcément pour vous parler de ça, c'est pour parler d'une autre façon de socler. Là, c'est juste une sécurisation. Vous avez, le spécimen, c'est une autruche en fait, un squelette d'autruche, dont le socle est fixé sur un support pour éviter, qu'il ne bascule à l'occasion, d'un passage, hein. Pour éviter un accident. Alors là, c'est le passage, du virtuel au réel. Vous avez sur les photos de gauche la vue des scénographes, les vues virtuelles, et puis vous avez le réel à droite. C'est juste pour vous indiquer que, vous voyez, il y a des spécimens qui ne sont pas tout à fait dans le même sens. Vous avez, le Rhin paraît un peu plus dense que sur la partie virtuelle. Donc c'est autant d'ajustements qui ont lieu vraiment jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est un, on est constamment en train de s'adapter, en fait, du début jusqu'à la fin, du début du choix des spécimens pratiquement au dernier moment, lorsqu'on place les spécimens en vitrine. On n'a pas été, enfin, on a eu des surprises et il a fallu en permanence s'adapter. Maintenant que tout est en vitrine, vous pouvez admirer ces collections. Le travail qui a débuté déjà depuis, de- depuis un an, ouais, c'est un autre travail. On a déjà commencé à réfléchir au retour des collections au sein du musée zoologique. Le troisième étage est dévolu au sein des réserves du musée zoologique, pardon. Euh, le troisième étage est un espace de réserve et nos collections n'ont pas vocation à demeurer, en tout cas en totalité, à l'union sociale. Donc une partie va revenir au musée. Pour cela, nous avons fait appel là aussi à une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire un cabinet d'architectes spécialisé dans le domaine du patrimoine et dans le domaine des réserves patrimoniales. Alors, ils travaillent sur les archives, les bibliothèques ou les musées pour en fait optimiser le mobilier et ce qu'on va mettre dans ce mobilier. Donc ça, c'est un travail qui a déjà commencé et ça va nous demander une autre façon de travailler que pour le déménagement. Là, il va falloir qu'on sache très précisément, un petit peu à l'image de ce que vous voyez sur ce plateau, très précisément l'endroit où on va être placé chaque spécimen, parce qu'il sera pas, on va pas pouvoir déplacer de grandes masses tel qu'on l'a fait pour le déménagement. Là, il faudra savoir dès le départ dans quelle étagère va se trouver les spécimens que nous déplacerons de l'union sociale vers le musée zoologique. Alors, ces espaces sont complètement changés. Vous avez en haut à gauche une image des réserves qui contenaient auparavant les oiseaux. Donc le mobilier, vous voyez, c'est sur cette image, est en train d'être démonté. Donc ce mobilier a été démonté, mais il a pu être récupéré pour stocker une partie de notre stock de ce qui est vendu dans nos boutiques, dans un de nos locaux, dans un de nos locales, un des locales qui se trouve rue d'Alger.
Et donc vous avez une photo de la salle vide et enfin une photo de la salle, alors c'est pas la même salle, mais elle y ressemble fortement, une photo de la salle qui est aujourd'hui prête à être aménagée, équipée de mobilier. Donc ces spécimens donc, vont revenir au musée. Donc pour illustrer ce retour, on vous a mis quelques images du retour des spécimens qui sont aujourd'hui exposés, puisque évidemment ce retour n'est pas fait. Et ce retour ne se fera que pas avant 2027 normalement. C'est un long chantier préparatoire qui nous attend. En attendant le chantier préparatoire, on vous remercie pour votre attention et on vous attend si vous n'êtes pas encore venu ou si vous souhaitez revenir au musée zoologique. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous deux. Donc je laisse la parole à la salle s'il y a des interventions, des questions. Qui est-ce qui se lance pour une première question? Oui, madame. Oui, merci pour cette conférence. Alors moi j'aurais deux questions. Une question à tous les deux. En premier, quelle est votre formation de base? Et une question pour Madame Legris. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau lorsque vous restaurez du cuir, du plastique, de la laine, du métal? Alors, moi j'ai fait des études de biologie, donc j'ai une maîtrise de biologie, ça doit parler à certains. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un cursus en muséologie. J'ai un DEA de muséologie. Je me suis donc spécialisé dans les musées. Voilà. Et alors, moi, c'est un peu plus long parce que c'est une spécialité qui n'existe pas. En fait, la spécialité restauration naturalienne n'existe pas dans les cursus universitaires. Donc, moi, pour me spécialiser, on va dire, j'ai fait 2 ans de taxidermie pour comprendre comment tout ça fonctionnait, comment c'était monté, etc. Et ensuite, j'ai fait 5 ans de conservation-restauration à Paris 1, de Panthéon-Sorbonne, en faisant tous mes travaux pratiques au Muséum national d'histoire naturelle pour valider ma spécialité en tant que telle. Et pour répondre à votre deuxième question, donc qu'est-ce que j'utilise? Bah, ça dépend. Alors moi, je restaure vraiment les matériaux organiques. Donc je restaure pas le plastique, je restaure pas le métal, ou très ponctuellement, mais je vais stabiliser le métal, mais je vais pas vraiment le restaurer. Après, qu'est-ce que j'utilise? En conservation-restauration, on a une déontologie qui est assez forte. Les grands principes, c'est des produits réversibles, donc que l'on peut enlever, et qui soient stables et neutres chimiquement. Après, à partir de là, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai en face de moi. J'ai des cols qui vont avoir différents comportements qui vont selon si j'ai un montage qui est souple ou rigide, je vais utiliser des cols différentes. En général, je crée beaucoup mes mastiques à partir de mes cols et de carbonate de calcium, des choses comme ça, et puis mes pigments. Et ensuite, je mets en teinte avec pareil des aquarelles, des gouaches, des acryliques. L'idée, c'est qu'on puisse enlever tout ce qu'on a fait. Mais après, il y a pas de j'ai pas une réponse, qui marche pour tous les coups. Une autre intervention? Oui, merci beaucoup. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers à visiter et j'étais un habitué dès mon plus jeune âge pour habiter à côté, rue de l'Observatoire. Et j'ai été émerveillé lors de l'inauguration, d'abord de voir le monde qu'il y avait, c'était phénoménal, et ensuite de voir que les enfants étaient attentifs, ils ne chahutaient pas. Il y a des familles avec plein d'enfants et les enfants, c'est les parents qui devaient dire bon, venez maintenant, il y a encore des choses à voir. Et je crois que rendre à la vie, si on peut dire, c'est quand même un paradoxe, mais rendre à la vie des choses qui sont depuis l'époque du cabinet des curiosités de Thomann, euh, il faut continuer à le faire vivre et le faire vivre encore mieux. Donc il faut intéresser les plus jeunes, les écoles, que des écoles maternelles fassent des visites adaptées à leur niveau de connaissance, etc. Et qu'ils découvrent, qu'ils voient ce que c'est qu'un microscope, qu'ils mettent l'œil dessus et qu'ils voient les petites particules sur les ailes d'un papillon, etc. Maintenant, il faut insuffler la vie dès le plus jeune âge. En tout cas, bravo, c'est merveilleux.
Alors je vais vous rassurer, quelques semaines après l'ouverture des réservations pour les groupes scolaires, on a fait le plein en fait. On est plein jusqu'à Noël. On a même été obligé en urgence de faire une réunion pour tenter de réguler un peu plus parce que en fait, il faut qu'on rôde enfin, qu'on rôde l'équipement. Et on a aussi, à l'occasion de la réouverture, recruté 2 nouveaux médiateurs et qui eux aussi doivent se roder. Donc ça marche très très bien. On a beaucoup de bons retours aussi du public, donc comme le vôtre. Et bon, on en est ravis. Merci. Merci beaucoup. Combien de musées de ce type existent-ils en France? Ah, vous me posez une colle. Euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais ouais, Manon me dit une cinquantaine. Je pense qu'effectivement, il y a une cinquantaine de musées d'histoire naturelle. Oui, Est-ce qu'il y a une collaboration pour oui, ceux qui auraient pas entendu? effectivement, il y a une collaboration étroite qui est un peu informelle. On appelle ça la Conférence permanente des muséums de France, la CPMF. Et aujourd'hui, elle se tient aujourd'hui même à Paris. Il y a 2 rendez-vous par an, en fait, où les collègues se réunissent pour échanger sur leur expérience ou sur des sujets choisis. Il y a 2 rendez-vous par an, en fait, un rendez-vous à Paris, au Muséum national, et puis un rendez-vous en région. Et on collabore sur des tas de sujets, mais notamment par exemple pour les prêts. On a une liste de diffusion interne au musée d'histoire naturelle et lorsque des collègues ont besoin de telle ou telle espèce, tel ou tel spécimen dans telle ou telle position, etc., ou ils ont besoin de quelque chose de spécifique pour une expo, les demandes passent par ces listes de diffusion et voilà quoi. On a prêté l'année dernière un, un lion au Muséum de Toulouse. Et puis, bref, on fait des prêts constamment, quoi. Voilà. Oui, j'aurais une question par rapport à la logistique. Une des dernières photos que vous avez montrées, c'était une caisse ajourée devant le planétarium. Donc vous n'avez pas de sas, donc tout ce qui sort du musée doit passer à l'air libre. Alors en termes de logistique, comment est-ce qu'on s'organise? Parce que j'imagine qu'on doit sortir une caisse comme ça le jour où il pleut. Et même dans les camions, c'est fragile tout ce que vous transportez. Est-ce que ce sont des simples camions de déménagement ou est-ce qu'il faut une logistique particulière anti-vibration, surtout avec les chantiers qu'il y a sur les rues? Alors sur les spécimens qu'on a déplacés, en général, c'était dans des chantiers, enfin, dans des camions de déménagement. En revanche, chez les caisses qui sont équipées, en fait, quand on vous montre les caisses, nous, on a enlevé tous les, on va dire, les accessoires pour éviter qu'ils marquent les spécimens en restant X années au contact du poil ou de la peau. Mais en fait, ils ont des bancs, ce qu'on appelle des bancs, donc des espèces de barres de bois avec de la mousse, etc., pour venir caler le spécimen de part et d'autre pour éviter qu'il ne bouge. Et donc, en fait, c'est dans les caisses que les spécimens sont fixés. Et ils sont fixés au sol de la caisse également. Je sais pas et puis les conditions météorologiques, ben, effectivement, on avise un peu. Il y a des spécimens, quand ils sont très grands, ils sont pas nécessairement bâchés. Mais on a toujours de la bâche de côté au cas où le jour où on le fasse, il pleuve, on peut bâcher au dernier moment, le temps de rentrer dans le sas, parce qu'en fait, on a un sas. Et, et j'ajouterais qu'effectivement, les camions sont pas des camions standards. Il y a des camions spécialisés dans le transport d'heures. Et notre transporteur Artrans utilise des véhicules spécialisés pour éviter au maximum les vibrations et ce genre de choses. Toute question? Oui, monsieur. La lumière naturelle ou artificielle peut-elle avoir un impact sur la conservation des spécimens exposés? Totalement. Pour le dire simplement, elle ravage toute la structure des pigments, en fait. Elle détruit les pigments, donc on a beaucoup de spécimens qui se décolorent. Et in fine, le poil ou la plume va devenir de plus en plus cassant. C'est pour ça que là où il y a des matériaux organiques, alors aussi bien dans les musées zoologie, histoire naturelle, mais souvent aussi d'ethnographie,
la lumière est à 50 lux maximum, ce qui fait rager souvent parce que c'est sombre, mais c'est un moyen de conserver justement les collections, parce que sinon ça perd totalement de sa couleur. Alors moi, j'aurais deux questions qui se rejoignent un petit peu. C'est déjà, c'est quel spécimen sur lequel vous avez travaillé qui était le plus gros en taille? Et ensuite, est-ce que vous préférez, vous, personnellement, travailler sur des petits spécimens ou des gros spécimens? Le plus gros pour le musée, je pense que c'était le sanglier. Je pense que c'était le sanglier qui est dans le Rhin. Euh, Après, bon, là, la semaine dernière, j'ai fait un combat d'aigle qui est pas dans le musée, mais qui sera exposé dans un autre musée. Et ça aussi, c'est très gros. Je pense que ça fait bien presque 2 sangliers, quoi. Donc, je pense que ça, c'est le plus grand. Euh, mais oui, les morses et l'éléphant de mer, mais ça, c'est pas moi qui les ai faits, effectivement, parce que c'était trop de travail pour une seule personne dans le temps imparti. Et sinon, qu'est-ce que je préfère? J'aime pas beaucoup cette question parce que je suis incapable d'y répondre. En fait, moi, j'aime que les choses changent. J'aime justement pouvoir travailler sur de l'oiseau, du mammifère, du mollusque, de l'insecte, pouvoir passer du grand, du petit, du poil, de la plume. C'est ça que j'aime. C'est que ça change tout le temps, justement. Question suivante. Oui, monsieur. Merci pour cette présentation tout à fait surprenante, même si on pouvait s'en douter un petit peu, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà fait la visite avec des petits-enfants, avec des adultes, et chaque fois un niveau de lecture différent. Je trouve ça passionnant, et on découvre encore des choses. Je crois qu'avant d'avoir tout vu, il faudra que j'y retourne encore pas mal de fois. Néanmoins, vous nous donnez un petit peu envie quand vous parlez d'1 million de spécimens, en disant, mais quand est-ce qu'on pourra avoir un petit peu plus? Est-ce que vous avez prévu une extension en étage, ou est-ce que les expositions temporaires qui ont déjà commencé d'ailleurs vont permettre d'avoir accès un peu à d'autres choses? Alors, en fait, c'est de la frime, 1 200 000. Il y a 2 collègues qui sont devant vous, là, juste devant vous, et qui ont du travail pour encore quelques dizaines d'années, puisque ils ont inventorié, je crois, tous les deux, je sais pas, 200 000 ou 400 000 spécimens de plus. 600 000? Ok, voilà. En fait, le gros de nos collections, ce sont les insectes. Et c'est impressionnant en chiffres, mais à présenter en totalité, ça n'a pas forcément d'intérêt enfin, ça n'a pas forcément d'intérêt, quoi. Vous avez une autre catégorie enfin d'autres collections, les mollusques, la malacologie, c'est pareil, c'est des collections qui sont, on a un pléthore de spécimens, mais qui ne sont pas forcément intéressantes à présenter. Après, oui, effectivement, le renouvellement du musée, il est prévu déjà dans sa scénographie. La partie sur le Rhin, elle devra dans quelques années être changée pour aborder un autre écosystème local. La partie sur l'océan, elle sera changée, elle, pour aborder un autre un autre écosystème au niveau global. La partie sur la nature étudiée au laboratoire, elle aussi, elle a vocation à être changée. Mais sur des temporalités bien un peu plus longues que des expositions temporaires de quelques mois. En fait, c'est un principe qui a été choisi dans la rénovation du musée, qu'on ait en fait des expositions de longue durée. Donc ça permettra de renouveler les présentations. Ensuite, on a un petit espace au rez-de-chaussée qui est aujourd'hui consacré à une exposition qui porte sur la biodiversité en ville. C'est l'espace qui a vocation à changer le plus souvent. Mais cette exposition, elle va durer normalement au minimum 1 an. Et enfin, Manon pourrait vous en parler, elle travaille actuellement sur des restaurations qui portent sur des spécimens qui vont être présentés dans les expositions du réseau de la ville des musées de Strasbourg. Donc et ça, c'est sans parler des prêts pour d'autres expositions à l'extérieur. Donc en fait,
ces collections, ces 1 200 000 spécimens, ils vivent, hein. Il y a du mouvement, elles sont régulièrement sollicitées pour être utilisées pour des expositions. Et ça, c'est sans parler l'utilisation aussi, les sollicitations qu'on a pour à des fins scientifiques. Parce que là aussi, nous avons des demandes régulièrement. Donc, c'est une catégorie de public particulier, mais n'empêche que cette catégorie compte. Puis on en a une autre catégorie de public un peu particulier, ce sont les artistes, puisque les spécimens d'histoire naturelle sont aussi très sollicités par les artistes eux-mêmes ou par les étudiants en art. Et l'AIR, par exemple, nous sollicite régulièrement chaque année pour disposer de spécimens pour pouvoir faire leurs ateliers de dessin ou de gravure, enfin voilà. D'autres questions? Oui, attendez, j'arrive. Pourriez-vous nous parler des Blashka? Parce que ça, c'est magique. Ah, je vais tenter de vous en parler. Alors, ce qu'on vous a montré, en fait, le principe de diagnostic des spécimens, le principe de choix qui a été fait sur les restaurations et les choix faits pour les exposer, le soclage, tout ce qu'on vous a exposé, c'est le même processus, exactement le même. Sauf que là, on a fait appel à une restauratrice spécialisée dans le domaine du verre. C'était un peu, il y avait de l'enjeu pour nous parce que ce sont des objets exceptionnels. Souvent, quand on fait un cahier des charges, on demande aux restaurateurs qu'il ait une expérience similaire. Là, c'était difficile d'exiger cela puisque peu de restauratrices, oui, je dis restauratrices parce qu'il y a quasiment que des femmes, avaient l'expérience de ces objets. Donc, on va dire qu'on a eu, enfin voilà, on a fait appel à Célestine Housset, qui est une restauratrice qui était déjà très expérimentée et qui est intervenue. Alors là, pour vous en parler, c'est difficile pour moi. Je suis pas spécialisé. Je sais pas si Manon aurait des éléments à vous dire, mais elle est intervenue pour du nettoyage. Elle a recollé certains éléments. Elle a, elle a consolidé certains éléments sur ces objets. Là, c'est extrêmement impressionnant de les voir travailler. Même les socleurs, hein, ils travaillent, ce que je vous dis, hein, c'est des orfèvres. Hein, c'est très, très impressionnant. Et, il y avait de l'enjeu pour nous, quoi. J'espère que le public est satisfait, que les crins qu'on leur a donnés les met en valeur, quoi. Voilà. David, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de visiter le musée, peut-être rappeler ce qu'est un Blashka. Oui, pardon, j'aurais dû commencer par là. Donc, les Blashkas, père et fils, sont des verriers qui ont travaillé à la fin du 19e siècle et qui se sont fait une spécialité de recréer des animaux en verre, souvent des animaux à corps mou, à des fins pédagogiques, en fait. Donc, ils ont recréé des animaux soit en les agrandissant, puisque sinon, ce sont des animaux qui naturellement sont invisibles à l'œil nu, soit en recréant les stades de développement de ces mêmes animaux. La particularité de la collection qu'on trouve à Strasbourg, c'est que ce sont les derniers spécimens d'animaux que les Blashka ont réalisés au cours de leur carrière. Ensuite, ils ont obtenu un gros contrat pour aller travailler pour Harvard, où ils ont travaillé sur des spécimens botaniques. Mais ils n'ont plus fait de spécimens d'animaux. Donc Strasbourg est en quelque sorte la dernière commande à laquelle ils ont répondu. Et c'est la seule collection qui existe encore en France, en fait. Il y en a eu ailleurs, ils en ont vendu ailleurs pour d'autres établissements en France, mais on est la seule qui l'ait conservé. Voilà.
Merci. D'autres interventions? Oui. Grâce à toutes les recherches que vous avez eues sur ce qui existait et qu'il a fallu que vous peut-être est-ce que vous avez dû les représenter autrement et est-ce que vous avez eu la possibilité de faire ressortir l'évolution de certaines races en fonction de ce que vous aviez en réserve, des recherches actuelles et de ce qui peut être connu par les scientifiques actuels qui travaillent sur ce genre de sujet? Oui, c'est une très bonne question. J'ai un exemple à vous donner qui est justement la vitrine qui est consacrée à la classification des oiseaux. Parce qu'en termes de classification, enfin, la systématique, c'est une science qui évolue constamment. Et effectivement, la représentation dans l'espace de ces oiseaux, elle dépend des recherches actuelles. Donc pour refaire ces vitrines, il a fallu se pencher sur les notions du moment. Et il a fallu mais je dirais que partout ça a été le cas, il a fallu faire appel à des conseillers scientifiques qui ont pu nous valider les choix qu'on voulait faire en termes de représentation, en termes de présentation. Et ne pas se tromper, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Même dans le domaine de l'entomologie, d'ailleurs, je vous disais que jusqu'à la fin et même après, on peut se tromper, on s'est trompé et on corrige parfois les indications qu'on indique, qui sont inscrites sur les cartels ou sur les panneaux parce que on n'est pas infaillible. Mais on est très soucieux de donner une information la plus exacte possible. Voilà. Madame. J'aurais une question sur la sécurité. Est-ce que vous avez augmenté le nombre de surveillants, de caméras voilà. Alors, je vais répondre sous forme de boutade, je n'ai pas le droit de vous en parler. Mais après, oui, effectivement, Faire attention, c'est enregistré. Oui. La rénovation d'un bâtiment comme celui-ci, elle inclut la sécurité des personnes d'abord, puisque le bâtiment n'avait pas l'autorisation d'ouvrir. Enfin voilà, on a eu la commission de sécurité qui est passée et qui a souligné les gros efforts que nous avions tous collectivement faits, et le bâtiment a obtenu son autorisation d'ouverture. Donc ça, c'est une chose. Et vont avec ça la sûreté effectivement des spécimens. Et effectivement, je vous donnerai pas de détails, mais il suffit de lever la tête dans le musée pour voir que effectivement vous êtes surveillé, ça va de soi, et on y travaille encore en fait. Comme pour d'autres domaines, on améliore les systèmes, puisque comme je disais tout à l'heure, le bâtiment, on éprouve son fonctionnement. Donc il a parfois des défauts, et on améliore encore aujourd'hui la sécurité du bâtiment et l'accueil aussi des visiteurs. Voilà, on va peut-être passer à une dernière question parce qu'on doit libérer David. Attendez, il y a une jeune, un petit peu de jeunesse. Bonjour, je me demandais, je crois savoir que le musée avait une momie inca humaine parmi sa collection qui n'était pas exposée au public. Et je me demande ce qui est devenu cette momie et pourquoi vous avez fait le choix de ne pas la présenter au public. Alors, effectivement, on conserve plusieurs momies au musée, on conserve des restes humains, principalement des crânes. En fait, elle n'est pas montrée parce qu'on n'a pas de propos qui permettent de l'utiliser, tout simplement. Donc, les thématiques qui ont été choisies n'intègrent
pas vraiment de données anthropologiques ou des spécimens anthropologiques voilà, ça arrivera peut-être dans l'avenir, mais c'est pas le cas. Ça ne nous empêche pas de les étudier puisqu'on a fait durant cette fermeture, on a aussi profité pour faire une étude sur nos restes humains, pour des études de provenance, etc. Et ça a donné l'occasion d'un article pour exposer ce qu'on avait, ce que le musée zoologique conservait en termes de restes humains. Voilà. Il y avait toute dernière question, la toute dernière, monsieur. Très brève. Quel est le poids d'une grosse pièce, comme le gorille ou l'ours? Oui, alors vous posez une question très pragmatique. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Oui. Mais c'est une question qu'on nous a posée, les scénographes nous ont souvent posé la question parce que justement dans le hall, il fallait avoir la garantie que les passerelles tiennent. Alors on n'a pas trouvé de balance assez grosse pour mettre le morse et l'éléphant de mer dessus, mais on suppose que ces 2 spécimens font entre 5 et 800 kilos. Voilà. Après, le plus lourd qu'on expose et qu'on ait pu peser, je crois que c'est le cerf, 130 kilos. 130 kilos pour un cerf. Voilà. Et effectivement, c'est une naturalisation début 20e, je crois, en plâtre, je crois. Donc il est très lourd. Voilà, merci David et merci Manon pour cette présentation. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler activité physique, muscles et cerveau. On va voir s'il y a des petits pas, des grands bienfaits ou pas, avec nos 2 intervenants. D'ici là, bonne semaine.